Bonjour, je suis Isabelle Amado, praticien hospitalier au GHU Paris Psychiatrie Neurosciences à l'hôpital Sainte-Anne à Paris et je suis responsable du Centre Ressources Île-de-France en remédiation cognitive et réhabilitation psychosociale, le C3RP. Je vais aujourd'hui vous parler de remédiation cognitive et d'une dimension très importante qui est le transfert au quotidien. Tout d'abord, plantons le décor et revenons sur l'historique de la remédiation cognitive. Un rappel, la remédiation cognitive vise à réduire les difficultés cognitives en stimulant celles-ci et en fournissant au sujet des stratégies qui vont l'aider à pallier ces difficultés pour un bénéfice qui peut être clinique, mais qui, avant tout, vise à améliorer l'autonomie et l'insertion sociale. Eh bien, au départ, les personnes qui voulaient faire de la remédiation faisaient surtout de l'entraînement cognitif, à savoir améliorer les performances sur une fonction spécifique pour laquelle les personnes présentaient des difficultés. C'est ainsi qu'on a pris des tests comme la Tour de Londres, qui est un test de planification, ou bien le Continuous Performance Test, qui est un test attentionnel, et on a invité les patients à s'entraîner de manière très fréquente, à chaque fois sur le même test. Et les premières méta-analyses ont montré que les patients devenaient très forts sur ce test, mais que ça n'améliorait pas leur quotidien. Et c'est ainsi que la première méta-analyse de Perry est sortie en 2001. Et c'est là qu'on a commencé à suggérer qu'en plus de cet entraînement massif d'exercice, il fallait ajouter des stratégies de remédiation. Et donc, s'il y a un déficit cognitif, il faut imaginer des stratégies pour résoudre des tâches complexes et du coup, résoudre des tâches complexes de la vie quotidienne. Comme stratégie, il y a, entre autres, verbaliser les instructions, l'apprentissage sans erreur, gratifier, regarder, avoir des feedbacks sur ce que fait la personne. Et cela, ça peut se faire en technique individuelle ou de groupe. En tout cas, les méta-analyses actuelles insistent sur la nécessité de transférer les bénéfices de la remédiation sur le quotidien du sujet. Que dit la littérature récente? Eh bien, il y a un article de Bowie en 2010 qui montre une efficacité supérieure des techniques combinées sur le transfert des acquis au quotidien. En effet, il a pris sur 100 patients 3 groupes de personnes avec schizophrénie, un groupe qui s'est entraîné aux habiletés sociales, un autre groupe à qui on a délivré un programme de remédiation, et enfin le troisième, où on a à la fois donné de la remédiation cognitive et à la fois des habiletés sociales. Et on observe un effet plus large et plus durable si on couple remédiation cognitive et technique d'habileté sociale. En particulier, ce qui est amélioré dans cette étude chez les patients, c'est la vie en communauté et la gestion du logement. Alors, mais encore, on a également, outre l'article de Bowie, une méta-analyse de Till Wykes en 2011, qui est un article sur lequel on se réfère très souvent, qui montre que au total, la remédiation cognitive a un effet modeste sur les fonctions neuropsychologiques, mais que son effet sur le fonctionnement social est variable, qu'il dépend de la méthode et surtout de l'insistance que le programme peut avoir sur le transfert des acquis. Autrement dit, un programme qui cible beaucoup le transfert des acquis en vie quotidienne a plus de chances de modifier à long terme le fonctionnement social. Alors, pour le transfert au quotidien, je dirais qu'on commence finalement très tôt l'approche qui va être une approche fonctionnelle
dès l'évaluation multidisciplinaire. En effet, au niveau de l'entretien médical, on va expliciter la demande et déjà voir dans cette explicitation s'il y a des indices fonctionnels de vie quotidienne, vérifier si la personne dans son environnement quotidien est stabilisée au niveau clinique et thérapeutique, et on va regarder également l'incidence cognitive des traitements parce qu'on ne peut pas imaginer de débuter de la remédiation cognitive avec quelqu'un qui est encore sédaté ou qui a des effets moteurs du traitement. Et pour cela, en fait, le meilleur moyen, c'est d'imaginer que la personne en face de vous qui voudrait faire de la remédiation, vous puissiez la croiser comme un partenaire dans la vie active au quotidien. Et tant que c'est compliqué à imaginer de par un effet sédatif ou de par d'autres effets qui ont un impact sur l'écoute ou les performances des patients, eh bien, à ce moment-là, il faut re-questionner le traitement de manière à ce qu'au bout du compte, on puisse avoir quelqu'un qui soit libéré au niveau de sa capacité à rester concentré, à écouter et de sa capacité à, en même temps, pouvoir vaquer à différentes occupations au cours de la journée sans devoir faire une sieste ou un moment trop long de repos parce qu'il est fatigué. En même temps, on doit estimer la qualité du projet et le parcours de réhabilitation avec le fait que le projet doit être réalisable au quotidien. Et là encore, on doit être ancré sur le quotidien du patient. Alors, en même temps, le médecin va prendre le temps d'une estimation de l'autonomie du patient. Au niveau neuropsychologique, la neuropsychologue va, dans la mesure du possible, pratiquer des tests écologiques et recueillir aussi les stratégies que le patient utilise au quotidien, ainsi qu'elle va aussi veiller à la qualité de l'écoute. En ce qui concerne l'évaluation fonctionnelle, qui est faite soit par une ergothérapeute ou bien, si on n'a pas d'ergothérapeute dans l'équipe, par une infirmière, cette évaluation fonctionnelle vise à faire le lien avec la vie quotidienne et va prendre le temps de préciser les répercussions fonctionnelles des difficultés cognitives de la personne sur sa vie de tous les jours. Alors, l'évaluation fonctionnelle, j'y reviens, peut être enrichie par des outils. Par exemple, l'outil ELADEB de Valentino Pomini, qui consiste en des cartes qui balayent tous les domaines de la vie quotidienne et permettent de définir ce que la personne sait faire, ce que la personne fait partiellement ou ne fait pas. Également, on a l'AERS, qui est un développement récent à la suite de cet outil ELADEB, qui permet de définir les motivations et les ressources mobilisées dans chaque domaine. Par ailleurs, l'infirmière va aussi aborder les souhaits et les aspirations de la personne et pouvoir s'appuyer là-dessus pour construire le socle de tâches à domicile pour des programmes qui incluent des séances à domicile, comme par exemple le programme CRT ou le programme RECOS. En pratique, comment peut s'opérer le transfert au quotidien selon les différents programmes? Nous commençons par le programme RECOS, donc, qui a été créé par Pascal Vianin en 2011 et qui ensuite a été bien expliqué dans l'ouvrage de Pascal Vianin qui est sorti en 2013. C'est une méthode individuelle mixte, à la fois papier-crayon et informatisée, qui dure 6 mois au moyen d'une séance par semaine ou 3 mois à 2 séances par semaine, avec 3 types de séances. Séance papier-crayon. La séance papier-crayon vise à introduire de nouvelles dimensions et travaille les stratégies. Séance informatisée, où la personne fait des exercices de complexité graduelle et on analyse en même temps les performances du sujet avec une courbe de performance qui sort
au niveau de l'ordinateur à la fin de chaque exercice. Et puis, dans la méthode RECOS, il y a aussi des tâches à domicile avec la construction d'un livret tout au long du programme. Et ces tâches illustrent la fonction travaillée de manière écologique. Dans la méthode CRT est une méthode individuelle qui est uniquement sur du papier crayon. C'est une méthode très focalisée sur l'utilisation et l'appropriation de différentes stratégies. Dans la méthode CRT, les modules étudiés sont flexibilité cognitive, mémoire, attention. Les programmes durent 3 mois avec 2 séances par semaine et une séance de tâches à effectuer au domicile. Les séances à domicile proposent des exercices reprenant les modules qui sont travaillés au centre avec des applications sur le quotidien. Exemple, là vous avez un exercice de bisection de droite où le sujet doit à chaque fois déterminer où est le centre de chaque segment et mettre une encoche ou un point ou une petite barre sur le centre. Eh bien, on va le faire parler autour de toutes les stratégies qu'il peut imaginer pour résoudre cette tâche, à savoir prendre un crayon et viser, pointer pour arriver sur le milieu du segment, utiliser une règle ou utiliser ses doigts, par exemple, pour rapprocher les doigts, donc mettant les doigts sur les 2 côtés du segment au départ, puis les rapprocher pour atteindre le milieu du segment. Et surtout, on doit aussi beaucoup insister sur les dimensions de vie quotidienne qui peuvent être imaginées à partir de cet exercice, comme par exemple accrocher un tableau, et c'est vrai qu'il faut pouvoir repérer quel va être l'emplacement du clou, en général qui se situe au niveau du centre du tableau, ou alors découper une tarte en parts égales. Alors, comment on adapte et on personnalise la CRT? Le programme va être adapté aux objectifs concrets que le patient s'est fixé avec son thérapeute, lors justement de l'évaluation fonctionnelle. Par exemple, on peut proposer des adaptations de type aide à l'autonomie, aide à la reprise d'un travail ou aide à la reprise des études. Les modules de la CRT peuvent être ainsi enrichis de la procédure générale et de ce qu'on appelle des scripts d'action qui permettent de décomposer les problèmes complexes du quotidien. Alors, la procédure générale, nous l'avons rajoutée au niveau de notre centre, le C3RP, parce que initialement, elle n'était pas dans la méthode CRT initiale. Elle s'inspire des techniques de résolution de problèmes, telles que le Goal Management Training, qui repose sur 2 modèles, le Goal Neglect et la théorie de l'attention soutenue. Ainsi, avant chaque exercice cognitif et ensuite dans des problèmes difficiles à résoudre en vie quotidienne, on pousse le sujet à intégrer ce schéma d'action, à savoir, je me concentre, quel est le problème, quelles sont les étapes et stratégies à mettre en place, comment je résous le problème, et ensuite, comment je vérifie et je m'auto-évalue. Alors, prenons l'exemple d'une recette de cuisine. Par exemple, cette recette de cuisine, vous la trouverez au niveau du module planification en fin de programme de la méthode CRT. L'exemple d'une recette de cuisine qui va me permettre d'établir les étapes de sa réalisation. Alors, face à une recette de cuisine, il serait donc nécessaire, si on suit cette procédure générale, de prendre le temps d'observer la recette dans son ensemble, la lire jusqu'au bout avec les différents items, m'assurer d'avoir bien compris l'ensemble des étapes énoncées dans cette recette, lister les différentes actions en replaçant les items chronologiquement afin d'optimiser la réalisation de la recette. Par exemple, faut-il préchauffer le four? Sortir les ingrédients? Est-ce que je sais les mesurer? Ensuite, réaliser les étapes une à une avec un travail ligne par ligne et vérifier l'ensemble, vérifier qu'on n'a pas fait d'erreur. Autre exemple, aide à l'autonomie. Alors, à gauche, vous avez l'exercice de la CRT
qui est montré au centre de cette diapo. Et à droite, vous avez le transfert au quotidien sur un problème complexe de la vie quotidienne. Alors, allons-y. Il s'agit de l'exercice impair et pair. La procédure générale. Donc, je me concentre. Donc là, on analyse le contexte. Je vois un ensemble de nombres organisés en lignes. Effectivement, dans l'exercice impair et pair, il y a des lignes horizontales faites de nombres impairs et pairs. Quel est le problème? Je dois barrer les nombres pairs sur 4 lignes, puis les nombres impairs sur 4 lignes, et ainsi de suite. Je ne pourrais pas avoir la consigne sous les yeux, parce qu'on est au module mémoire de la méthode CRT. Quelles sont les étapes et les stratégies? D'abord, apprentissage de la consigne. Je dois mentaliser et essayer de connaître par cœur cette consigne qui est de devoir barrer les nombres pairs sur 4 lignes et les nombres impairs sur 4 lignes. Ensuite, je vais éventuellement utiliser des stratégies de réduction de l'information. C'est-à-dire qu'au lieu de dire je dois barrer les pairs sur 4 lignes et les impairs sur 4 lignes, je vais me dire je dois mémoriser 4P, 4I, 4P, 4I. Et du coup, je subdivise toute ma feuille de 4 lignes en 4 lignes, où on a 4P, 4I, et si besoin, si je n'arrive pas à mémoriser, je les mets dans la marge. P, 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 I, 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 P, 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 I, 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 et je peux utiliser des crayons de couleurs différents. Sur cette page, vous avez une couleur bleue qui a été utilisée pour P et une couleur orange qui a été utilisée pour I. Donc, ensuite, je vais barrer, du coup, je vais imaginer barrer les P des 4 lignes P et ensuite les I des 4 lignes I. Je peux me le répéter verbalement si j'oublie cette consigne. Je peux avoir donc, vous voyez, les stratégies qui peuvent se mettre en place, se réciter les chiffres pairs et impairs, choisir une couleur pour chaque catégorie, se répéter mentalement P1, P2, etc. Et se souvenir que à chaque fois, c'est 4 lignes, P1, P2, P3, P4, P1, P2, P3, P4, mettre des indices visuels à la marge. J'effectue ensuite la tâche, je vérifie que je n'ai rien oublié et je m'auto-évalue pour savoir si j'ai mené à bien la tâche. Eh bien, si on transpose sur le quotidien, prenons l'exemple de la lessive. Comment faire sa lessive lorsqu'on a une machine à laver? Je me concentre, donc toujours la procédure générale, et j'analyse le contexte. J'ai une pile d'habits de couleurs différentes. Quel est le problème? Faire la lessive. Quelles sont les étapes et stratégies? Trier le linge blanc et le linge couleur, mettre le linge dans le tambour, bien le fermer, mettre la lessive, fermer la machine, mettre le programme, attendre en faisant éventuellement une autre activité, enlever le linge et l'étendre. Ensuite, j'applique et éventuellement, je fais une croix à chaque étape réalisée. Ensuite, je vérifie que j'ai bien tout fait et je m'auto-évalue. Donc, ai-je fait toutes les étapes? Mes stratégies ont-elles été efficaces? Et par exemple, si j'ai oublié de mettre la lessive, eh bien, je me dis qu'il faut que je mette un post-it à côté de la machine pour me le rappeler la prochaine fois. Vous avez donc là un script d'action qui permet de décomposer une tâche complexe et qui va aider le patient et qui va même servir finalement de technique anti-stress face à des problèmes difficiles de la vie quotidienne. Donc, également, dans ce transfert au quotidien, on peut impliquer la personne relais. Celle-ci doit se trouver dans l'entourage quotidien du patient. Ça peut être un aidant familial, un soignant, un référent social, un moniteur au niveau de l'activité professionnelle, si c'est en milieu protégé, ou toute autre personne proche du patient.
Lorsqu'il s'agit d'un aidant familial, ça permet une plus grande implication de la famille et d'apprendre ce qu'il faut laisser faire pour le patient et ce qu'il ne faut pas faire à la place du patient. Donc ça va permettre aussi de retracer de manière précise pour la personne relais, donc l'aidant, les difficultés du patient et de mieux ajuster le programme de remédiation pour le thérapeute en remédiation cognitive. Et du coup, un cahier de suivi peut être institué, qu'on va appeler cahier relais, dans lequel le participant pourra noter ce qu'il a travaillé en remédiation cognitive et sur son environnement relais. Donc, toutes les stratégies qu'il a imaginées, les difficultés rencontrées, les points à travailler. Ce cahier peut inclure les évaluations effectuées et les tâches à domicile, comprendre aussi les scripts d'action et les stratégies à favoriser. Comment ça se passe quand on a une méthode groupale de type NIR, qui est une méthode qui a été créée par Medallia en 2002. Alors, la méthode NIR est centrée sur l'apprentissage et la motivation. Elle combine des exercices neuropsychologiques personnalisés en fonction des difficultés cognitives de chacun. Puis ensuite, il y a 15 minutes d'échange de stratégie sur l'exercice que chacun vient de faire. Puis, il y a une séance de transfert au quotidien au moyen de bridging group de 30 minutes. Chaque session de bridging group a un thème bien précis. Sont ainsi évoqués transfert en vie quotidienne, par exemple, un problème complexe à résoudre dans mon quotidien. J'ai à inviter une amie au cinéma, elle vient dans 45 minutes et on doit avant prendre un verre chez moi. Ma maison n'est pas rangée et je n'ai rien dans le frigo. Qu'est-ce que je priorise? Comment puis-je résoudre ce problème? Également, les styles d'apprentissage sont aussi évoqués, les pensées automatiques qui réfèrent plus à de la cognition sociale, par exemple, je pense que je rate tout ce que j'entreprends. Également, dans ces bridging groups, on va avoir des entraînements sur des exercices cognitifs écologiques, sur le fait de devoir se concentrer quand il y a de la musique ou d'essayer d'imaginer qu'on fait deux choses à la fois. Toutes ces séances sont à visée de sensibilisation et de découverte du sujet de son propre fonctionnement cognitif, de ses schémas de pensée et de ses croyances qui peuvent brider sa motivation et ses performances. Également, nous utilisons pour le transfert au quotidien un jeu en réalité virtuelle qui est en cours de validation, qu'on a appelé le jeu Maturin. Donc, il consiste à planifier son quotidien dans une ville virtuelle. Donc, normalement, quand nous acceptons des patients en remédiation, souvent nous demandons qu'il y ait une ébauche de projet de réhabilitation déjà imaginé par le patient. Pour le jeu Maturin, en fait, on prend les patients, même s'ils n'ont pas encore de projet, parce qu'on se sert de ce jeu comme une amorce pour créer ensuite, imaginer un projet dans la vie de tous les jours. Donc le jeu consiste en une immersion groupale dans une ville virtuelle. Il est destiné à des patients plus ritualisés qui fréquentent de manière beaucoup plus assidue les institutions de type hôpitaux de jour, CATTP ou foyer de vie. Il permet d'amorcer un projet d'orientation vers l'extérieur. Les patients sont pris par groupe de 6, vont s'orienter et naviguer dans la ville virtuelle en ayant à tour de rôle à planifier des problèmes complexes du quotidien. Par exemple, je dois préparer l'anniversaire de ma nièce. Pour cela, j'arpente la ville pour aller chercher de l'argent à la caisse automatique, ensuite aller acheter un cadeau à la FNAC. Je dois ensuite passer chez le boulanger acheter le gâteau et sur le chemin, je passe déposer mon imprimé de renouvellement de droit à la CPAM. Donc voici des photos du jeu Maturin que nous avons créé avec le professeur Piolino et Éric Auriol qui sont dans le labo de l'Université Paris-Descartes, mémoire, langage et cognition, réalité virtuelle, et qui utilisent toute une grande richesse d'univers virtuel. Donc sur une étude pilote, on a vu que les sujets étaient améliorés cliniquement pour l'autonomie, le bien-être, l'attention et la mémoire de travail, ainsi que pour la mémoire prospective et rétrospective. Ils rapportent spontanément une meilleure organisation, plus de planification, un enrichissement des interactions sociales, plus de sorties à l'extérieur, de confiance en soi,
plus de prise de conscience des difficultés et un meilleur rythme de vie, avec plus de recherche d'emploi et d'envie d'entraînement professionnel et de demande de soins de thérapie psychosociale. En conclusion, le transfert au quotidien est un point clé pour la généralisation des acquis dans la remédiation cognitive. Ce transfert doit être pensé et réfléchi à part entière dans le processus d'apprentissage délivré aux participants. Il vise en priorité les participants qui n'ont pas les ressources cognitives suffisantes pour faire ce transfert spontanément. Dans notre expérience, des années après un programme de remédiation, les participants relatent avoir gardé chez eux les scripts d'action qu'ils ont faits au cours du programme, les principes de procédure générale qui ont été remis dans des livrets de tâches à domicile au cours des méthodes CRT ou RECOS et s'en servent comme levier anti-stress face à des problèmes complexes du quotidien. Le relais doit s'opérer pour aider le patient à effectuer ce transfert auprès d'une personne relais, aidant familial, acteur du soin, type case manager, ou du médico-social. Pour les aidants, ça peut impliquer plus la famille et mieux saisir les difficultés du proche souffrant. Enfin, le maillage médico-social en France et la sectorisation permettent de prolonger au mieux ces techniques pour le bien des patients avec handicap psychique.